bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus ce soir. Donc on va commencer. Voilà. Bon, je raconte une anecdote, parce que j'étais content de voir que c'est la première fois que je viens au Cercle et de voir que les conférences avaient lieu dans ce quartier qui est typique de l'architecture haussmannienne. Donc j'étais content de voir qu'on était dans le quartier de l'Opéra. Parce que moi j'ai un slogan quand je me balade dans certains endroits de Paris qui ne sont pas haussmanniens. Vous savez, je sais pas si il n'y a pas longtemps, je traversais le 15e, le quartier Beaugrenelle, que je trouve vraiment horrible. Et donc, enfin, peut-être heurter des goûts personnels de certains. Et donc là, quand je passe là, mon slogan, c'est Haussmann au secours. Vous avez Haussmann au secours, c'est une petite allitération. Et je ne sais pas si vous connaissez cette scène. Je crois qu'il y a une image, je ne connais pas bien le personnage, mais je crois qu'il y a une image de Jean-Marie Le Pen où il est à la fête de Jeanne d'Arc et où il crie Jeanne au secours. Et c'est devenu une sorte d'image récurrente sur Internet. Et pour apparemment, de ce que j'ai compris, de dire que l'état du pays est tel que Jeanne d'Arc doit venir nous sauver. Bon, ben moi j'ai repris cette thématique, mais c'est Haussmann au secours quand je me retrouve dans un quartier particulièrement horrible. Et donc là, je suis content de voir qu'on est dans un quartier qui est resté solide sur ses fondamentaux haussmanniens. Et donc sur Haussmann, là il n'y aura pas besoin de crier Haussmann au secours, puisqu'on est au cœur même de l'haussmannisme triomphant. Voilà, donc sur ce, bah, je vous remercie d'être venu ce soir. Alors j'ai écrit ce livre, L'Occident déboussolé, aux éditions de l'Observatoire. Là aussi, j'en dis un mot pour qu'on puisse méditer ensemble là-dessus. Éventuellement, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais les éditions de l'Observatoire, c'est une grande maison parisienne où écrivent beaucoup de noms connus, qui a quand même des moyens financiers assez conséquents, une réputation sur la place de Paris, et qui en fait est une scission des éditions Plomb. Et pour ma part, et ça rejoindra ce que disait Laurent sur le fait que j'écrive dans Figaro ou ailleurs, dans Le Point, à Marianne, que j'intervienne à la télévision, à Arte par exemple, je pense qu'il est important euh, d'avoir, comme disait Mao, de marcher sur ses deux jambes. C'est-à-dire pour les gens qui sont critiques du système, d'avoir quand même un pied dans le système. Et de ne pas rester totalement hors système, mais d'aller dans les télévisions du système. Moi, par exemple, je vais à Arte, mais on m'inviterait ailleurs, on m'inviterait sur France Inter, que j'irais bien volontiers. D'écrire dans les journaux dits du système. Le Figaro, Le Point, Marianne dans mon cas, mais Le Monde me proposerait d'écrire, j'écrirais aussi. De travailler avec les éditeurs, voilà, les éditeurs aussi qui font partie du système éditorial français. Précédent livre que j'avais coécrit, je l'avais fait chez Gallimard, et donc là je le fais aux éditions de l'Observatoire. Et donc voilà. Et en même temps, ce n'est pas parce que vous êtes dans le système que vous devez capituler et abandonner, abdiquer toute forme d'esprit critique. Et donc voilà, d'être capable de marcher sur ces deux jambes. Donc d'une part, d'être suffisamment à l'intérieur des choses, de ne pas se mettre dans une position de marginalité totale et voilà, d'être au cœur du système, d'y connaître des gens, d'y intervenir et donc de ne pas franchir certaines limites de façon à pouvoir y maintenir sa place et en même temps, d'autre part, à maintenir suffisamment de distance et d'esprit critique. Voilà. Et donc, en effet, de marcher sur ces deux jambes. Je pense qu'une attitude de totale rupture ne peut pas mener bien loin et que, symétriquement, une attitude de totale soumission au politiquement correct et à la bien-pensance ne peut pas mener très loin non plus. Donc, de réussir un peu à trouver cet équilibre
un pied dedans, un pied au dehors. Voilà. Donc j'ai fait ce livre qui porte en fait, qui essaye de résumer de manière synthétique ce que je pense des questions d'identité, de la question identitaire, de la question d'identité, de racisme, d'antiracisme, de repentance, et sur lesquelles j'ai essayé de développer une approche originale qui ne reste pas, enfin qui ne rentre pas forcément dans les cases prédéfinies. Voilà, il y a des choses dans ce livre, si vous le lisez, certes, il y a des choses que vous aurez déjà lues et que vous trouverez ailleurs, mais il y a aussi d'autres choses que, à mon avis, je peux me tromper, mais d'autres thèses et d'autres approches, d'autres angles que vous ne trouverez pas ailleurs, voilà, que vous ne trouverez ni chez les décoloniaux de Madame Boutelja, ni à la France insoumise, ni chez Macron, ni chez Zemmour. Que vous ne trouverez dans aucune des cases prédéfinies ou prédécoupées par l'organisation politico-médiatico-intellectuelle du champ. Donc dans ce livre, je me suis intéressé à différentes questions, dont je ne vous parlerai pas ce soir, mais je me suis intéressé à la question de l'assimilation. Je me suis intéressé à la question parce qu'elle est très à la mode. Elle obsède beaucoup les éditorialistes de droite, au Figaro ou à CNews. Je me suis beaucoup intéressé à la question du wokisme. J'ai considéré que le wokisme américain était avant tout une forme d'évolution du protestantisme puritain américain traditionnel qui dégénérait sous une forme woke. Je me suis intéressé à la question du choc des civilisations et contrairement à quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple, je critique la notion de choc des civilisations, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ce soir. Je me suis intéressé aussi à l'histoire du néo-antiracisme français avec le mouvement SOS Racisme lancé dans les années 80 et qui, à mon avis, a joué un rôle tout à fait capital forcément bien, mais un rôle capital dans l'histoire française de ces 40 dernières années, dont nous avons les conséquences aujourd'hui. Donc je me suis intéressé à plein de choses, et si d'ailleurs, je verrai avec Pierre-Yves, mais si le cercle veut me réinviter pour parler de ces choses, pour parler soit de l'assimilation, soit de l'histoire de l'antiracisme français, soit du wokisme, soit de ma critique du choc des civilisations, c'est bien entendu que je viendrai sur ces thèmes. Mais donc, dans ce livre, j'ai aussi abordé la question dite de la repentance, et donc c'est l'un des angles du livre, et c'est de ce dont je vais vous parler ce soir. Alors ce soir, on va s'intéresser à trois angles. On va faire donc la question coloniale, deux, la question de l'esclavage, et trois, s'il nous reste un peu de temps, ce sera ma variable d'ajustement, la question dite du racisme policier. Ce sont les trois, ça sera mon plan en trois parties. Alors, premièrement, on va commencer par la question de la colonisation. Alors, si justement vous voulez mieux connaître l'histoire de la colonisation française et critiquer les versions repentantes de la colonisation française, je vous renvoie au livre de Driss Ghali, Contre-histoire de la colonisation, qui, je crois d'ailleurs, si je ne m'abuse, était publié par les éditions du Cercle Aristote et qui est déjà intervenu ici en tant que conférencier. À mon avis, c'est une somme remarquable, écrite par cet essayiste franco-marocain, somme qui a été louée par Marcel Gauchet, qui est à la fois très documentée, très solide factuellement, très puissante dans l'analyse, et qui a le mérite de n'être ni une réhabilitation de la colonisation, exercice simpliste et à mon avis assez vain, ni une forme d'autoflagellation et de repentance, mais qui montre le caractère complexe et nuancé des choses.
Alors, justement, moi, ce qui m'a intéressé dans mon ouvrage, c'est le chapitre 1, après l'introduction, c'est justement de voir que la France euh, continue et prolonge, reproduit et perpétue le schéma colonial. Aujourd'hui, en 2024, un demi-siècle après la décolonisation, le schéma colonial, qui ne porte pas ce nom, mais la chose est bien là, continue aujourd'hui en France et continue notamment à travers l'immigration. Alors, pour moi, l'immigration est une poursuite de la colonisation occidentale par d'autres moyens. Donc, dans le livre, je commence chaque chapitre par une anecdote pour être en prise avec le pays réel. Donc, chaque chapitre commence, l'introduction et chaque chapitre commence par une anecdote, par une expérience vécue. Et anecdote du premier chapitre, je raconte, sans citer de nom, mais un jour, j'étais dans une émission de télévision. C'était à l'époque où j'officiais sur CNews, c'était mes années CNews. Donc, je me suis recyclé sur Arte et sur RMC. Et donc, au moment de mes années CNews, dans une émission, je rencontre une femme qui était une représentante du patronat français, représentante du MEDEF. Et d'ailleurs, très bourgeoise, caricaturale, et elle me dit oui, moi je suis à fond pour Zemmour. J'adore Zemmour, Marine jamais, mais Zemmour oui, tout ce qu'il dit sur l'identité, c'est très bien, le wokisme, c'est très bien, l'islam, bravo Zemmour. Bon, prend la tête avec Zemmour, mais très bien. Et à la fin, il me dit, mais quand même, sur l'immigration, il y a un problème. Parce que si on mène la politique anti-migratoire qu'il préconise, notamment sur les clandestins, vous avez au moins un tiers des restaurants à Paris qui fait faillite. Et notamment, par exemple, presque toutes les crêperies ou restaurants de ce type-là font faillite parce qu'ils emploient massivement des clandestins. Et il faudrait, moi je suis au MEDEF, il faudrait que là, Zemmour soit un peu plus réaliste, un peu plus à l'écoute des demandes du patronat. Ça, comme ça. Voilà, voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant, plus que la chose en elle-même, qui ne m'a guère surprise, c'est plutôt la sincérité, et en même temps la naïveté désarmante avec laquelle ces choses étaient dites. Et donc je n'ai pas pu, donc je raconte cette anecdote dans le livre, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ces patrons du début du XXe siècle, de l'époque coloniale, qui exploitaient en toute bonne conscience les colonisés, les pauvres colonisés, et qui étaient contents, selon l'expression consacrée, de faire suer le burnou. Vous savez, le burnou, c'est ce vêtement traditionnel arabe. Donc, faire suer le burnou, c'est exploiter l'indigène, exploiter le colonisé, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, au Maghreb ou en Afrique. Et donc, de voir qu'en fait, ces patrons du XXIe siècle, les années 2020, étaient en toute bonne conscience les nouveaux colons, les nouveaux colonisateurs qui voulaient faire suer le burnou et qui l'assumaient, qui le revendiquaient, et qui d'ailleurs, on en voit, souvenez-vous, au moment des discussions sur la loi immigration, on a vu sur les chaînes de télévision des patrons, par exemple des restaurateurs, venir dire qu'ils embauchaient des clandestins et qu'ils avaient besoin de plus de main-d'œuvre immigrée. Ils venaient donc dire publiquement qu'ils faisaient des choses illégales, hein, avec leur photo, leur nom de leur restaurant, dire qu'ils faisaient des choses illégales et que pour le bien de l'économie française, ils avaient besoin que ça continue et qu'il en fallait plus. Et donc là, on voyait déjà, c'était un premier indice de la continuité entre colonisation et immigration, et que l'immigration continue, mais sur le sol français, le schéma colonial. Alors, si on fait la liste
justement des points de continuité entre colonisation et immigration, vous allez avoir que c'est assez frappant. Premièrement, premier point commun, c'est que la colonisation a été un projet en France, dans le cas français, porté par les élites politiques, économiques, médiatiques, ecclésiastiques aussi, et, médiatiques, je veux dire, hein, les journalistes de l'époque, intellectuels, mais que c'est un projet qui a laissé la masse de la population française indifférente. C'est-à-dire que le peuple français n'a jamais été colonisateur ni partisan farouche ou ardent du projet colonial. Il était plutôt dans une sorte d'indifférence, même d'indifférence de réserve méfiante, voire hostile. La meilleure preuve, c'est qu'on n'a pas trouvé de Français pour peupler les colonies. Que les colonies françaises ont toujours été en déficit structurel de colons. Et donc, par exemple, les pieds noirs en Algérie, où est-ce qu'on les a trouvés globalement? Eh bien, on a dû trouver des Espagnols, beaucoup d'Espagnols. C'est pour ça que vous verrez, après, au moment de la guerre d'Algérie, autant de pieds noirs qui ont des noms à consonance espagnole. On va trouver des Espagnols, trouver des Italiens, on va trouver des Maltais. Et ou également des Alsaciens lorrains de 1871 qui refusent de devenir allemands, et donc que la France républicaine et coloniale va installer en Algérie. Voilà. Mais donc, très 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 peu d'installations volontaires de colons qui seraient des Français de souche en Algérie. Autre exemple d'actualité, la Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une population blanche en Nouvelle-Calédonie qu'on appelle les Caldoches. D'où viennent les Caldoches? Globalement, ce sont des bagnards. Notamment après la répression de la Commune de Paris en 1871, eh bien, là encore, la France républicaine et coloniale va déporter en masse les Caldoches, enfin les futurs Caldoches, donc les communards, dont notamment Louise Michel, en Nouvelle-Calédonie. Et les Caldoches actuels sont les descendants, pour une bonne partie d'entre eux, de ces Kanaks. Elle va également, la chose, donc la Nouvelle-Calédonie a été une colonie pénitentiaire, un peu comme l'Australie l'avait été pour le Royaume-Uni. Et on voit la même chose, donc on voit cette chose se développer, et également, il y aura également une déportation d'Algériens, de rebelles algériens, notamment de rebelles kabyles, en Nouvelle-Calédonie. Là, je fais une parenthèse de 2 minutes, mais je pense que ça vous intéressera. En 1871, vous avez la grande révolte kabyle de Mokrani, qui est le leader de la révolte. Et alors, pourquoi est-ce que Mokrani se révolte? En fait, Mokrani était en très bons termes avec la France de Napoléon III, la France du Second Empire. Napoléon III avait un grand projet, d'ailleurs hostile aux colons pieds noirs en Algérie, c'était le projet du royaume arabe, de faire un royaume arabe associé à la France et qui respecterait l'identité arabe et berbère de l'Algérie, qui donnerait une grande place aux élites indigènes locales et qui réduirait le poids des colons, de ceux qu'on appelle les pieds noirs. C'était le projet de Napoléon III. Et en 1870, c'est la chute de Napoléon III, la proclamation de la Troisième République. Nous sommes à 2 pas de l'avenue du 4 septembre. Et là, la France républicaine opère un virage à 180 degrés sur le dossier algérien. Et donc là, ça va être, fin du gouvernement militaire, on passe à un gouvernement civil, ce qui va beaucoup déplaire aux Algériens. Les Algériens qui avaient le respect du sabre préféraient être administrés par des militaires que par des civils, donc déjà ça leur déplaît. Fin des élites, du pouvoir donné aux élites arabes et berbères,
par exemple, Mokrani, le grand aristocrate berbère, ami de la France, on lui explique que ça va devenir un conseiller municipal de seconde catégorie, et fin du projet de royaume arabe, et donc politique visant désormais à privilégier les colons pieds noirs, qui eux étaient de solides républicains. Et donc la République va privilégier les colons blancs au détriment des indigènes arabes et berbères. Et donc ça déclenche la grande révolte de Mokrani en 1871, et donc qui est réprimée de manière extrêmement brutale, avec déportation d'une partie des révoltés kabyles vers la Nouvelle-Calédonie, et qui vont ensuite se mélanger aux autres déportés qui étaient issus de la répression de la Commune de Paris. Donc ce qu'on peut reprocher à la France, c'est pas tant d'avoir colonisé l'Algérie, bien sûr on peut le lui reprocher, mais tout le monde dans l'histoire a été colonisé et colonisateur. D'ailleurs, l'Algérie elle-même, berbère, avait été colonisée par les Arabes, puis cette Algérie arabo-berbère avait été colonisée par les Turcs, une longue colonisation ottomane d'ailleurs en fait très brutale. Ce qu'on peut... Bien sûr, la France a fait l'erreur de coloniser l'Algérie, mais ce qu'on pourrait plutôt lui reprocher, c'est que la République s'est mise à mal, s'est mise à dos un homme de la qualité de Mokrani, avec qui la France du Second Empire était en très bons termes. Voilà, ça c'est déjà voilà un vrai objet de reproche, parce qu'il y a quand même une matière, une discipline où la République n'est pas très forte, la République française n'est pas très forte, où le régime républicain n'est pas très bon, c'est l'ethnologie. Honnêtement, la République française manque un peu la connaissance des ethnographiques des sociétés traditionnelles est quelque chose qui, des Kabyles au Kanak, échappe un peu à la République française. Et donc, tout ça pour vous dire, pour boucler la boucle, que si on a dû déporter des gens, à la fois les communards parisiens de 1871 et les Kabyles de la grande révolte de Mokrani, c'est parce qu'on ne trouvait personne pour peupler la Nouvelle-Calédonie. Comme on avait dû faire la retape auprès des Espagnols, des Italiens, des Maltais, pour peupler l'Algérie coloniale. Voilà, parce que le français, globalement, ne voulait pas quitter son champ pour aller bêcher la terre algérienne. Et vous retrouvez aujourd'hui exactement le même schéma, c'est-à-dire que la masse de la population française est hostile à l'immigration. Sondage après sondage, vous voyez qu'à peu près 75% de la population française, d'ailleurs des gens de toutes origines confondues, disent qu'il faudrait fortement freiner les flux migratoires. Et là, de même que la colonisation était un projet porté par les élites et auquel la masse de la population était indifférente, voire hostile, de même, aujourd'hui, il existe un consensus des élites politiques, économiques et patronales, médiatiques, intellectuelles, humanitaires, associatives autour de l'immigration, alors que ce projet est massivement rejeté par la masse de la population française. C'est un point très net de convergence. Autre point de convergence très net, c'est qu'historiquement, la colonisation en France a été portée d'abord par la gauche avant de se diffuser à l'ensemble du spectre politique. Mais c'est la gauche républicaine, celle de Ferry et de Gambetta, qui porte le projet colonial, tandis que la droite monarchiste puis nationaliste est hostile à ce projet. C'est le fameux mot du député nationaliste Déroulède, je me souviens, j'apprenais ça en Hippocagne à Louis le Grand, en cours d'histoire, j'ai perdu 2 sœurs, l'Alsace et la Lorraine, vous m'offrez 20 domestiques, les colonies. Et donc la droite nationaliste considérait que c'était en quelque sorte abandonner la revanche et la reconquête de l'Alsace et de la Moselle que de se tourner et de perdre de l'argent et de l'énergie vers les colonies. Eh bien, vous voyez exactement la même chose, c'est que à l'origine, le projet de même que le projet colonial a été porté par la gauche, de même le projet immigrationniste et néo-antiraciste,
par exemple avec SOS Racisme, qui en fait est un sous-marin de François Mitterrand, a été d'abord porté par la gauche avant de se diffuser progressivement à d'autres pans du spectre politique, tout en étant combattu par des forces qu'on peut plutôt rattacher à la droite nationaliste, comme le Rassemblement national. Donc ça, c'est également un point très net. Troisièmement, également, ce qui explique les choses, l'angoisse démographique. L'angoisse démographique, la peur de ne pas être assez nombreux, et qui se retrouve aujourd'hui sous une modalité un peu édulcorée, qui est « il faut bien de l'immigration pour payer nos retraites », mais cette angoisse démographique, elle remonte à très loin. En fait, à la fin du XVIIIe siècle, la France connaît un boom démographique. On est, à part la Russie, le pays le plus peuplé et le plus jeune d'Europe. 26 millions d'habitants, c'est ce qui va d'ailleurs nourrir les armées de la Révolution française et de Napoléon. Et quand et après la période révolutionnaire, à partir de 1800, on va jusqu'au baby-boom de 1945. Disons, pendant un siècle et demi, la France va vivre un 19e siècle et une première moitié du 20e siècle, une longue période malthusienne, va manquer de berceaux, va connaître une faiblesse démographique, et donc qui va être très angoissant face à une Europe et notamment une Allemagne qui, elles, sont en train de connaître, après la France, leur boom démographique. Donc vous avez une France qui a fait son boom démographique plus tôt que les autres, à la fin du XVIIIe siècle, puis qui entre en période de stagnation démographique pour tout le 19e et la première moitié du 20e siècle. Et ça va être très angoissant pour les Français et pour les élites françaises. Et donc l'idée d'aller compenser ce manque démographique par la colonisation. Et c'est l'une des matrices du projet colonial, c'est la faible fécondité française et l'angoisse démographique. Angoisse démographique qui va encore être renforcée par la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, vous avez un jeune homme entre 18 et 25 ans sur 4 qui ne revient pas de la guerre. C'est-à-dire que dans un pays qui est déjà en manque de population, en manque de jeunes, en manque de berceaux, en plus, sur une photo de classe, vous prenez 4 garçons, vous en enlevez 1 sur 4 qui est mort à la guerre de 14. Donc vous retranchez cette population-là. Et vous retranchez tous les enfants qui ne naîtront pas puisque leur père potentiel est mort dans les tranchées. Donc la catastrophe démographique française s'accroît encore après 1918, face à une Allemagne qui reste, elle, toujours exubérante démographiquement. Et ça va nourrir... j'ai retrouvé, par exemple, les textes d'un auteur du 19e siècle, qui est un écrivain orléaniste, qui s'appelle Prévost-Paradol. J'ai vu qu'il avait une rue à Paris. Et il est très, très angoissé, justement, au 19e siècle, par cette faiblesse démographique de la France. Et encore, il n'a pas vu la guerre de 14, qui va accroître les choses. Et ça, cette faiblesse démographique, notamment face à l'Allemagne, ça explique pourquoi Michel Debré, le premier ministre français de la Ve République, premier ministre du général de Gaulle, va être hostile à la politique de décolonisation du général de Gaulle. Parce que Debré, il est obsédé par la démographie. Il est hanté par le spectre d'une Allemagne plus peuplée que la France. Et il dit, mais on ne peut pas décoloniser l'Algérie parce que c'est renoncer à la plus grande France, c'est renoncer à tous ces travailleurs et soldats algériens potentiels. Bon. Vous retrouvez les mêmes angoisses dans le projet immigrationniste. Donc vous voyez, et c'est des choses qui vont puiser très loin dans les mentalités inconscientes. Quatrième point de convergence, je l'avais déjà dit, c'est l'exploitation économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livreur Uber Eats ou Deliveroo à vélo, véritable petit esclave des temps contemporains, eh bien, c'est la suite du projet colonial. Mais comme la France a liquidé son empire colonial, eh bien, elle reproduit son schéma colonial sur son propre sol. C'est-à-dire que le projet colonial, il a été liquidé dans les faits, mais il n'a pas été liquidé dans les têtes des élites. Et donc, comme il n'a pas été liquidé dans les têtes des élites, comme il n'a pas été liquidé dans l'imaginaire inconscient et structurant des élites, eh bien, il continue
Et il continue où? Sur la dernière chose géographiquement qui nous reste, c'est-à-dire notre propre sol. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est une poursuite de la colonisation par d'autres moyens. Et donc se développe en France, aujourd'hui, je terminerai ça pour pour la colonisation, se développe aujourd'hui en France un capitalisme de type colonial. C'est-à-dire qu'à l'époque de la colonisation, vous aviez deux capitalismes. Vous aviez, à l'époque où on avait un empire colonial, vous aviez un régime mixte. Vous aviez d'une part un capitalisme industriel, très bien représenté en région parisienne, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine, en région de Toulouse, au Creusot, à Saint-Étienne. Typiquement les mines et la sidérurgie. Voilà, capitalisme industriel français, germinal de Zola. Et vous aviez d'autre part un capitalisme marchand et colonial, notamment très bien représenté dans l'ouest de la France et dans le sud, les grandes villes portuaires, les grands ports de l'ouest et du sud de la France. Ce capitalisme, ce deuxième capitalisme, marchand et colonial, était fortement improductif. Dans ce capitalisme-là, il y a peu de valeur ajoutée, il y a peu d'industrie, il y a peu de qualité. Par contre, il y a des villes, des banques, du commerce, des fonctionnaires, etc., etc. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, De Gaulle liquide l'empire colonial et il liquide le capitalisme de type marchand et colonial pour dire on mise tout sur le capitalisme industriel. C'est la grande période gaulo-pompidolienne, les succès français, les succès industriels français. On liquide l'empire colonial, on liquide le capitalisme de type colonial, marchand et financier, et par contre, on mise tout sur un capitalisme à forte valeur ajoutée, de bonne qualité, industriel, avec des scientifiques et des ingénieurs. Donc ça, c'est la deuxième phase, c'est les années 60, 70, 80. Et troisième phase, la phase perverse que nous vivons aujourd'hui, à partir des années 80, progressivement, petit à petit, eh bien, c'est ce capitalisme industriel de qualité, celui du Concorde et des centrales nucléaires, à forte valeur ajoutée, qui va être liquidé et qui va être remplacé par quoi? Par le grand retour d'un capitalisme de type marchand, financier et colonial, mais non plus dans l'empire colonial et dans les villes portuaires de métropole qui pouvaient être liées, mais vraiment sur notre sol. Et donc, on voit se mettre en place en France, aujourd'hui, une économie typique des pays coloniaux. Je peux vous donner des exemples. Qu'est-ce que la France fait de typiquement colonial? C'est qu'elle produit des matières premières et que la transformation, la valeur ajoutée se fait désormais ailleurs et qu'on réimporte ces produits transformés industriellement par d'autres. Exemple, la pomme de terre. La France, elle produit massivement des pommes de terre. Elle exporte ces pommes de terre en Belgique. En Belgique, dans des usines, les pommes de terre sont transformées en frites. Donc c'est là qu'est la valeur ajoutée. La France réimporte les frites. Pareil pour le bois. On produit du bois. Nos forêts sont pillées par exemple par les Chinois. Et donc on exporte le bois qu'on ne transforme pas, matière première, typique d'un pays colonisé. On réimporte le bois transformé, par exemple sous forme de meubles. Typique alors vous appellerez ça comme vous voulez, vous appellerez ça soit économie coloniale, soit pays du tiers-monde. En fait, c'est la même chose, les pays du tiers-monde ont une économie coloniale. Et donc, ce capitalisme colonial dans lequel il n'y a pas d'industrie, dans lequel il y a de la finance, du commerce, des banques, des villes, des fonctionnaires, et ben ça correspond exactement à la description du capitalisme français d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, et bien sûr, l'immigration, qui est souvent, alors pas toujours, je sais qu'il y a des médecins aussi dans l'immigration, mais qui est souvent une immigration peu formée, d'assez mauvaise qualité, qui vient fournir de la quantité, mais pas de la qualité, elle nourrit ce schéma de capitalisme colonial et fait du territoire français un système de type colonial. Voilà. Ça, c'est une thèse, je crois, originale, que vous ne lirez pas souvent ailleurs. Vous la retrouverez un peu sous la plume justement de Driss Ghali, que je citais, sous la plume de mon ami Pierre Vermeuren, qui est un universitaire professeur spécialiste d'histoire du Maghreb contemporain à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc,
Voilà, mais globalement, ce n'est pas la thèse principale et que vous lirez souvent. Et donc, si vous voulez sortir de l'immigration, si vous en avez marre pour une raison X ou Y de l'immigration, très bien, mais il faut sortir du schéma colonial, sortir de l'imaginaire colonial et surtout sortir de l'économie de type colonial, remettre de l'industrie dans le pays, typiquement. Parce que tant que vous avez une économie coloniale, bah, il est logique, surtout une économie coloniale qui ne fait pas beaucoup d'enfants, pas 4 enfants par femme. Donc, on n'a pas de progression quantitative naturelle de la population française. Bah, il est assez normal qu'une économie de type coloniale qui repose sur la consommation et sur un travail à faible valeur ajoutée importe des travailleurs peu formés de son ancien empire colonial. C'est assez dans la logique des choses. Il faut d'abord sortir, enfin, il faut en même temps sortir de la logique des colonies coloniales désindustrialisées et de mauvaise qualité pour entrer, si vous voulez, arrêter avec l'immigration. Dans le cas français, en tout cas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dont je parle aussi dans le livre, parmi d'autres thèmes, bah justement, là, on a un peu parlé colonisation, donc j'ai dit qu'en fait, elle n'était pas finie et qu'elle était maintenue contre la volonté de la masse de la population française par les classes dirigeantes, notamment sous la forme de l'immigration. Deuxième chose dont je voulais parler, c'était justement l'esclavage et les questions de repentance liées à l'esclavage. Alors, ça tombe bien, je ne vais pas citer de nom, essayer d'être suffisamment transparent, mais je ne vais pas citer de nom parce que je veux éviter un procès au cercle. Il n'y a pas longtemps, sur une radio de grande écoute, qui s'appelle RTL, il y avait une militante décoloniale noire qui expliquait qu'on devait davantage enseigner l'histoire de la traite négrière occidentale dans les écoles françaises. Voilà. Et donc, cette militante, j'étais un peu surpris, parce que, disons que l'auditeur naïf pouvait penser que cette femme parlait, elle-même noire, parlait en tant que noire et donc descendante d'esclaves. Je constate quand même que cette femme, et cette personne, tout à fait sympathique, porte un nom d'origine africaine. Or, les Africains, par définition, ne sont pas des descendants d'esclaves ayant été victimes du commerce triangulaire, puisque par définition, les esclaves victimes du commerce triangulaire ont été déportés, ont traversé l'Atlantique pour aller aux Amériques, et donc portent généralement des noms à consonance française, dans le cas de la Guadeloupe ou de la Martinique, qui sont le nom en fait de leurs anciens maîtres, de leurs anciens propriétaires. Prenez par exemple le rappeur du groupe NTM, Joe Star, c'est d'origine martiniquaise. Son vrai nom, c'est Didier Morville. Enfin, un peu moins rap que Joe Star, mais bon, Morville, je suppose, était le nom des propriétaires de sa famille. Donc, si vous portez un nom africain, c'est que, a priori, vous n'êtes pas un descendant d'une victime du commerce triangulaire. Et surtout, cette personne portait un nom qui était un nom d'une ethnie d'Afrique, qui est une ethnie d'ailleurs pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie. C'est une grande ethnie qui a apporté beaucoup à l'Afrique, mais d'une ethnie qui est l'ethnie Peul. Donc chez les Peuls, en Afrique, vous avez des noms assez identifiés, comme Diallo par exemple, comme So. S-O-W, comme Cissé, Djibril Cissé, le footballeur, etc., etc. Moi, j'aime beaucoup les Peuls, c'est un peu de pasteurs très, très nobles. Et simplement, petite précision, c'est que les Peuls, dans leur histoire, et je ne leur en tiens pas rigueur, ça a été l'un des plus grands peuples esclavagistes d'Afrique, qui a réduit d'autres peuples, et je vais en redire un mot dans 2 minutes, qui a réduit d'autres peuples, en fait, en esclavage en Afrique, et je vais en redire un mot dans 2 minutes. Tout ça pour dire, en fait, qu'il n'y a pas une seule traite négrière qui serait la traite européenne transatlantique, mais il y a au moins 3 grandes traites africaines différentes, toutes les 3 criminelles et odieuses. 1, la traite transatlantique, le commerce triangulaire. 2, la traite arabo-musulmane
euh, voilà, réduction en esclavage des Noirs par des populations musulmanes, soit arabes, soit ottomanes. Et 3, la traite intra-africaine, c'est-à-dire des populations noires réduisant d'autres populations noires en esclavage. Alors, premièrement, la traite occidentale, qu'il ne faut absolument pas chercher, ça pourrait être une erreur, à minimiser ou à édulcorer. Et elle est tout à fait réelle, massive, a concerné au moins 12 millions d'esclaves déportés, et tout à fait odieuse et criminelle. Ça ne sert à rien de se cacher les yeux là-dessus et de chercher à édulcorer cette réalité. Mais simplement, je ferai quelques petites précisions. Déjà, cette traite négrière occidentale, elle a donné lieu à des descendants, à Durestar par exemple. Elle a donné lieu à des descendants en Guadeloupe, en Martinique, à Haïti, au Brésil, bien sûr, aux États-Unis, les Afro-Américains. Vous trouverez des dizaines et des dizaines de millions de populations noires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les esclaves noirs ont pu avoir des enfants et se reproduire jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, vous ne trouverez pas de population noire avec la même ampleur quantitative dans les pays du Maghreb, par exemple, alors que pourtant, il n'y a eu plus d'esclaves noirs africains déportés au Maghreb. Pourquoi? Parce que les esclaves noirs étaient systématiquement ou quasi systématiquement castrés. Et donc, ils n'ont pas pu se reproduire et n'ont pas pu donner lieu à des populations de descendants. Alors, ça n'a pas été dans 100% des cas, il y a pu avoir des mélanges, ce qui explique d'ailleurs que en Algérie, vous trouvez des gens aujourd'hui arabes, mais qui ont la peau assez noire. En fait, ils sont issus de métissage avec des esclaves, mais plutôt avec des femmes, a priori. Mais globalement, il y a eu assez peu de métissage. Voilà. Il n'y a pas eu ce genre de pratique dans les colonies européennes aux Amériques. Autre précision, c'est que les Occidentaux, en Amérique, ont donc pratiqué cet esclavage odieux, mais qu'ils ont été les premiers à l'abolir, et qu'ils l'ont aboli spontanément. Voilà, ils l'ont aboli spontanément. Prenons un exemple. Vous savez qu'on nous parle beaucoup de Napoléon, en nous disant ah oui, mais Napoléon, comment on peut lui rendre hommage, puisqu'il a rétabli l'esclavage en 1802. Tout à fait exact. La Révolution française, 1794, abolit une première fois l'esclavage. On est les premiers au monde à le faire. 1802, Napoléon rétablit l'esclavage. Par contre, ce qu'on oublie de nous dire, c'est que Napoléon, en 1815, qui revient au pouvoir au moment des 100 jours, il abolit l'esclavage à nouveau. Voilà. Il abolit, donc Napoléon, on pourrait lui ériger des statues en tant qu'homme qui a aboli l'esclavage et qui a aboli l'esclavage quand même nettement avant le Royaume-Uni. Un demi-siècle avant les États-Unis, puisque les États-Unis, il faut attendre 1865 et la guerre de sécession pour que l'esclavage soit aboli. Et même 65 ans avant l'Espagne. L'Espagne, c'est le pays qui a pratiqué le plus longtemps l'esclavage. Donc Napoléon, il abolit spontanément l'esclavage en 1815. Une nouvelle chute de Napoléon, Louis XVIII revient, il rétablit l'esclavage, et finalement l'esclavage est aboli par la France de manière définitive en 1848. On reste encore, même à cette date, un des pionniers de l'abolition. Voilà. Donc ça, c'est la traite occidentale, transatlantique. Deuxième traite dont je vous ai parlé, c'est la traite arabo-musulmane, qui a duré au moins 8 siècles, voire plus, et qui a concerné quantitativement plus de personnes. Bon, cette traite arabo-musulmane, alors je ne vais absolument pas demander aux populations arabo-musulmanes de présenter leurs excuses ou de faire repentance, puisque c'est le thème de la soirée. Nous-mêmes, avec le commerce transatlantique, nous sommes suffisamment mal placés pour donner des leçons, mais par contre, je souligne que les torts sont partagés et que nous n'avons pas le monopole de ce comportement. Cette traite arabo-musulmane a bien été étudiée par des historiens africains, notamment par un historien sénégalais qui s'appelle Ndiaye et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le génocide voilé ».
Et également, alors là c'est tout à fait admirable et courageux, par un anthropologue marocain, cette fois, qui est Malek Chebel, anthropologue et islamologue, spécialiste de l'islam, qui avait écrit un livre justement sur l'esclavage en terre d'islam. Parce que pour lui, justement, il étudiait ce paradoxe que l'islam, normalement religion égalitaire, était censé abolir l'esclavage, être anti-esclavagiste, et que pourtant, dans la pratique, il y avait eu, en terre d'islam, une pratique massive et systématique de l'esclavage, et il essayait d'analyser cette contradiction entre théorie et pratique. Et il y a eu des marchés aux esclaves, à Marrakech par exemple, jusque dans les années 1920. Derniers ont été abolis par le colonisateur français. Tout cela a nourri un racisme anti-noir extrêmement puissant dans le monde arabe et qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Et qui, avec l'immigration maghrébine en France, racisme maghrébin anti-noir s'est exporté en France. Alors, exemple de racisme des Arabes anti-noirs, c'est par exemple la manière dont les pays arabes, que ce soit les pays du Maghreb ou les pays du Golfe, traitent les migrants venus d'Afrique subsaharienne. Dire Algérie, on arrête le migrant, on le fait monter dans une jeep, on le lâche en plein milieu du désert avec une bouteille d'eau et on lui dit eh ben, l'Afrique c'est par là. Donc il faut marcher tout droit pour rentrer chez toi. Ce qui équivaut à peu près à une condamnation à mort. Ce n'est pas... Là, c'est pas une plaisanterie que je raconte. Hein. C'est vraiment ça qui se passe. Alors, je comprends tout à fait et je respecte la volonté des pays arabes de défendre leurs frontières et de mener une politique de lutte contre les flux migratoires illégaux, mais je me demande si le caractère un peu expéditif des méthodes ne s'explique pas par un vieux fond de racisme anti-noir, lui-même nourri par ce passé esclavagiste. Voilà. C'était la chose qui m'intriguait un peu. Autre exemple, vous avez des migrants qui ont tenté de rentrer, je crois, via le Yémen, qui étaient venus d'Éthiopie et qui ont essayé de rentrer en Arabie Saoudite. Les gardes frontières saoudiens en ont tué plusieurs centaines en les mitraillant. Et après, alors là, cette anecdote me rappelle quelque chose, ils ont pris les survivants et ils leur ont dit, bon, les gars, il faut, ça c'était l'an dernier, hein, il faut enterrer vos camarades, là, les morts qu'on vient de mitrailler, vous allez les enterrer. Et cette anecdote me fait penser à Fouché, vous savez, Fouché qui deviendra ministre de la police de Napoléon. Avant de faire carrière sous Napoléon, il s'est illustré en tant que personnage de la Révolution française. Il était envoyé par la Convention à Lyon pour réprimer l'insurrection lyonnaise. Et donc, il faisait mitrailler et canonner les royalistes. Et après, il prenait les survivants pour les forcer à enterrer les corps. Alors, je ne sais pas si les Saoudiens se sont inspirés de la méthode Fouché à Lyon, mais en tout cas, c'est le même mode opératoire. Et donc, comme je vous l'ai dit, tout ça se répercute en France via l'immigration, puisque par exemple, aujourd'hui, vous avez un influenceur maghrébin très suivi, qui je crois est d'origine tunisienne, qui s'appelle Bassem Braïki. Et Bassem, qui d'ailleurs n'est pas du tout un islamiste ni un extrémiste, mais l'une de ses grandes passions, apparemment, dans les recherches que j'ai faites pour écrire ce livre, c'est de s'en prendre à celles qu'il appelle, je cite, les beurettes à kale ou carlouche. C'est un mot maghrébin qui désigne de manière tout à fait raciste et péjorative les Noirs. Et donc, les beurettes à kale, ce sont les filles d'origine maghrébine qui sortent avec des Noirs. Et donc, vraiment, pour lui, c'est le drame absolu, la trahison, vraiment. Et ou même, vous vous souvenez peut-être de cette anecdote, il y avait eu un livreur d'origine algérienne il y a quelques années qui avait tabassé un homme noir d'origine haïtienne. Une femme, elle aussi noire, le prend à partie et l'interpelle en lui disant « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» L'homme se retourne vers elle et commence à tenir des propos racistes anti-noirs en lui disant, je cite, on a les images filmées où il le dit explicitement, toi, je ne te touche même pas avec un bâton, on vous a vendu comme esclave pendant 8 siècles, je cite encore, on vous a vendu comme du maïs, ne me donne pas d'ordre. Alors, certes, le propos est scandaleux en lui-même, mais je propose qu'il soit repris dans les manuels scolaires parce qu'il est tout à fait exact et factuel d'un point de vue historique. Donc ça, c'est la deuxième traite. Et la troisième traite,
qui est finalement en fait la source des deux autres. La troisième traite qui est la source des deux autres, c'est la traite intra-africaine avec des populations noires qui réduisent d'autres populations noires en esclavage. Et avec des ethnies qui s'étaient spécialisées là-dedans bien avant l'arrivée des Occidentaux ou des Arabo-musulmans. Ce qui explique aussi en partie les tensions interethniques aujourd'hui en Afrique entre anciennes ethnies dominantes et anciennes ethnies soumises. Et par exemple, en 1833, au moment où les Britanniques abolir la traite, etc., etc., le roi, donc au XIXe siècle, le roi du Dahomey, c'est-à-dire du Bénin actuel, fait écrire une lettre à la reine Victoria pour protester contre les projets d'abolition d'esclavage par la couronne britannique. Parce que justement, lui, il est fournisseur d'esclaves. Et donc, c'est d'ailleurs ça qui explique la traite, les deux autres traites, européenne et arabo-musulmane, c'est qu'en fait, de très longue date, l'économie africaine était structurellement esclavagiste et reposait sur l'esclavage. Et donc, en fait, les arabo-musulmans et les colons européens du continent américain sont simplement venus se brancher sur un esclavage préexistant, sur un esclavage interne à l'Afrique préexistant, et ils ont trouvé des marchands. Et donc, en fait, dans le cas des Européens, les Européens n'ont réduit personne en esclavage. Ils ont acheté des gens qui étaient... Alors c'est tout à fait scandaleux, mais ils ont acheté des gens qui étaient déjà esclaves et qui ont été vendus voilà, par d'autres. Et dans le cas des arabo-musulmans, là, il y a eu les deux cas. Soit ils ont acheté des gens qui étaient déjà réduits des gens qui étaient déjà esclaves, soit il y a eu des phénomènes de razzia, notamment par les Touaregs, où les Touaregs du Nord venaient razzier des populations noires du Sud pour les vendre comme esclaves. Donc, chez les arabo-musulmans, il y a eu les deux scénarios. Et ça a créé des haines très tenaces. Regardez aujourd'hui la guerre au Mali, c'est une haine entre anciens Touaregs, enfin Bernard Lugan explique ça mieux que moi, mais entre anciens Touaregs razzieurs, vendeurs d'esclaves, et populations noires descendantes des populations razziées et réduites en esclavage. Voilà, c'est ça le nœud de la haine interethnique au Mali ou au Niger. Regardez également, par exemple, dans une ville comme Zanzibar. Zanzibar, c'était le Auschwitz, vraiment la plaque tournante avec des centaines et des centaines de milliers de morts de la traite négrière musulmane à destination de l'Empire ottoman. Bon, on estime que au XIXe siècle, sur une population de 300 000 habitants, il y avait 200 000 esclaves noirs, et dans des conditions épouvantables. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 quand il y a eu la révolution à Zanzibar? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un massacre des élites arabes par la population noire. C'était le retour, en fait, par les descendants des populations réduites en esclavage, il y a une forme de vengeance. Donc voilà, tout ça crée des choses extrêmement structurantes. Et, comme je vous l'avais dit à propos de la colonisation de l'Algérie, où la France s'était mise à dos les élites arabes et kabyles, la France de la Troisième République, je vous ai dit que la Troisième République était nulle en ethnologie. La République, pardon, de manière générale, était nulle en ethnologie. La France, là encore, montré récemment. En effet, le président de la République, Emmanuel Macron, dans le cadre d'une politique de repentance et de restitution d'objets, a tenu à rendre au Mali le sabre de Omar El-Hadj. Alors Omar El-Hadj, c'est qui? C'est le chef du grand djihad Peul au XIXe siècle. Et donc, dans la région, l'esclavage avait été aboli par le colonisateur français dans les années 1880, parce que là où passe la colonisation, elle abolit, ou elle tente d'abolir l'esclavage, et pas du tout en train de réhabiliter la colonisation, parce qu'elle a commis d'autres crimes aussi. Et donc, les Français battent Omar El-Hadj. Puis au passage, on prend son sabre en tant que trophée de guerre. Et le président Macron décide de rendre ce sabre. Alors ce sabre, intérêt pour le patrimoine africain, zéro. Parce que c'est un sabre d'infanterie français. Je ne sais pas comment El Hadj se l'était procuré, mais il est forgé en Alsace.
rendu un sabre forgé en Alsace au gouvernement malien. Et deuxième petit problème, c'est que El Hadj, qui a peut-être des qualités, mais c'est l'ancêtre idéologique des djihadistes peuls que nous combattons aujourd'hui dans la région des Trois Frontières. Donc cohérence, pas terrible. Et enfin, dernier petit problème, mais non le moindre, c'est que El Hadj, c'était un marchand d'esclaves et qu'il a réduit en esclavage et massacré des dizaines et des dizaines de milliers de Dogons et de Bambara, animistes ou musulmans, qui ont été ses esclaves, qu'il les a systématiquement fait castrer, donc avec un taux de survie d'à peu près 1 sur 300. C'est-à-dire, en fait, il faut en prendre 300, vous faites castrer les 300, il y en a 299 qui meurent, il y en a un qui survit, vous le vendez très, très, très cher comme eunuque pour le marché aux esclaves de Constantinople, à l'Empire ottoman. C'est ça le système économique. Et donc, c'est ce qu'a fait notre ami El Hadj. Alors, je ne doute pas des qualités de monsieur Omar El Hadj, mais est-ce que c'était bien nécessaire de rendre son sabre au gouvernement malien? Et comment est-ce que les populations de Dogon, de Bambara, chrétiennes, qui sont soit chrétiennes, soit musulmanes, soit animistes, qui sont les descendants de ces populations massacrées, comment est-ce qu'ils ont pris cette restitution du sabre que lorsque les Français avaient réussi à abattre à la fin du 19e siècle le grand djihad esclavagiste des Peuls et mettre fin à l'expansionnisme peul? Je crois qu'ils l'ont un peu mal pris. Je crois d'ailleurs, entre autres choses, que depuis, on nous a demandé de quitter le Mali. Et je crois aussi qu'on a fait appel à une société de mercenaires privés russes qui s'appelle Wagner. Je crois que tout ça n'est pas sans rapport. Voilà. Donc, c'est dire, voilà, ils ont eu droit à la totale, mécompréhension des jeux locaux, on rend le sabre d'El Hadj, on leur dit que telle aide va être conditionnée au respect des droits LGBT. Moi, je suis tout à fait pour les droits LGBT, mais je crois qu'en Afrique, le discours n'est pas reçu de la même façon. Égal, Monsieur Mélenchon, d'ailleurs, qui est un vrai colonisateur, en a fait l'expérience récemment, puisque vous avez vu qu'il s'est rendu au Sénégal. Au Sénégal, il a bien sûr... Qui est-ce qu'il est allé rencontrer? Il est allé rencontrer des islamistes sénégalais tout à fait hostiles à la France. Mais là, comme il n'est pas très bon non plus en ethnologie, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit non, mais quand même, vous devriez faire le mariage pour tous. Il y a les images. Il a été hué il y a quelques semaines, images filmées, etc., etc. Voilà le vrai visage du colonialisme aujourd'hui. Bon, résultat de tout ça, les Africains ont ouvert la porte. Merci, au revoir. Donc, vous reviendrez quand vous serez plus calé en Afrique. En attendant, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a la Turquie d'Erdogan. On peut très bien faire avec eux. Donc, voilà où nous mènent en fait ces erreurs de repentance. Et enfin, je vais conclure par un dernier point, donc je termine dans 5 minutes, sur également la réduction en esclavage. Je rappelle qu'il y a eu une réduction en esclavage de populations européennes chrétiennes par le monde arabo-musulman. Notamment, il y avait des raids qui étaient menés par les pirates barbaresques sur les différentes côtes européennes, en Italie, en Espagne, dans le sud de la France. Dans le sud de la France, vous trouverez des ruines de tours. Ces tours du XVIe ou XVIIe siècle visaient à prévenir contre les raids de pirates barbaresques qui venaient capturer des esclaves qu'ils revendaient sur le marché. Ces raids sont montés très loin au nord. On peut rendre hommage à la qualité des pirates barbaresques d'Alger, puisqu'ils sont remontés jusque sur les côtes anglaises et même islandaises. Vous avez des populations nordiques, islandaises ou scandinaves qui, sur la côte, voilà, des jeunes filles par exemple, des jeunes islandaises qui étaient sur la côte et qui étaient razziées par un raid de pirates barbaresques venus du Maghreb. Et ça se voit très bien, ça a marqué l'imaginaire populaire. Par exemple, Saint Vincent de Paul, grand bienfaiteur catholique de la France de Louis XIII, avait passé 2 ans comme prisonnier des barbaresques. Vous aviez même un ordre religieux qui s'était spécialisé dans le rachat des prisonniers chrétiens aux barbaresques.
Et on estime que en 3 siècles, du 15e au 18e, il y a eu à peu près 1 million d'Européens rasiés par les pirates barbaresques. Ça, voilà. On le voit d'ailleurs, ça a marqué les imaginaires. Si vous regardez la grande saga de Robert Hossein, Angélique, marquise des anges, Angélique et le sultan, elle est vendue comme esclave aux barbaresques. Tout ça s'appuie sur des faits historiques tout à fait réels. On estime aussi que l'Empire ottoman a réduit en esclavage 1 million d'Ukrainiens et de Polonais qui passaient par le Khanat tatar de Crimée. La Crimée était une principauté tatare musulmane et elle servait de plaque tournante au marché aux esclaves. On estime qu'il y a à peu près 1 million d'Ukrainiens et de Polonais qui avaient été réduits en esclavage, plus par l'Empire ottoman. Sans compter, rajouter à cela, donc déjà 1 million d'Européens de l'Ouest radiés par les barbaresques, plus 1 million d'Ukrainiens et de Polonais, ajouter à cela, dans l'Empire ottoman, la pratique des janissaires et des mamelouks, c'est-à-dire des esclaves soldats. Donc des jeunes garçons chrétiens dans les provinces chrétiennes, grecs, serbes, beaucoup de Serbes, le Caucase, des Géorgiens par exemple, des Arméniens, qui étaient enlevés par le gouvernement ottoman, convertis de force à l'islam, coupés de leur famille, fanatisés, et qui allaient constituer des groupes d'élite, soit de mamelouks, soit de janissaires, d'esclaves soldats dans l'armée ottomane. Là encore, moi je suis anti-repentance, donc je ne présenterai pas d'excuses pour l'esclavage ou la colonisation, même si je les condamne tout à fait, et je ne demanderai pas d'excuses au gouvernement algérien pour mes potentiels ancêtres qui ont été rasiés par les pirates barbaresques. Je ne présenterai pas d'excuses, je n'en demanderai pas non plus. Voilà, il me semble que c'est la logique de la ressemblance. Je ne veux pas être dans une escalade victimaire à qui présentera des excuses. Dans l'histoire, tout le monde a été conquérant, tout le monde a été conquis, tout le monde a été colonisateur, tout le monde a été colonisé, tout le monde a eu des esclaves. Je vous rappelle aujourd'hui, puisque si on veut être dans le présent, qu'aujourd'hui, il y a 50 millions d'esclaves dans le monde. 50 millions. Ils ne sont pas en France, ils ne sont pas en Europe, ils ne sont pas en Occident. Ils sont en Amérique du Sud, avec la pratique de l'esclavage pour dette. Ils sont énormément en Afrique. Aujourd'hui, au Mali, le Mali, pays dans lequel la France est intervenue, vous avez 300 000 esclaves aujourd'hui, en 2024, au Mali. Ils sont en Asie, au Pakistan, par exemple. Je vous rappelle le cas de ce jeune chrétien pakistanais, Iqbal Bali, qui était exploité comme esclave dans la fabrique de tapis et qui a réussi à s'enfuir et qui a témoigné publiquement et qui est devenu le porte-parole des enfants esclaves au Pakistan et qui finalement a été abattu par Aoun Seki, mais probablement un assassinat téléguidé par la mafia du tapis pakistanaise. C'était dans les années 90. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a 50 millions d'esclaves dans le monde. Quand le journal Le Monde, donc c'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde, vous voyez, on revient au point de départ, un journal officiel, journal de référence, journal du système, va faire une enquête au Sénégal, il rencontre des gens qui sont les esclaves de la famille du président Macky Sall. Ils disent « Ah bah oui, nous, Macky Sall, on le connaît, on appartient à sa famille, les esclaves de sa famille. Voilà. » Ces gens-là, vous trouverez l'article du Monde en ligne, ont été trouvés et interrogés par le journal du Monde. Pareil, moi, j'ai rien contre Macky Sall. Aux élections au Sénégal, j'étais plutôt pour Macky Sall. Voilà, parce qu'il a des esclaves, mais ses adversaires aussi. Donc, enfin, déjà, il a des esclaves. Non, c'est pas lui qui en a, c'est sa famille. C'est pas lui personnellement, c'est sa famille. Et puis, ses adversaires ou la famille de ses adversaires en ont aussi. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. C'était mon deuxième thème qui était la repentance. Et le troisième thème, qu'on n'aura pas le temps de traiter, je vais juste vous donner un avant-goût et on s'arrêtera, et c'était justement la thématique du racisme policier. Alors que je vais simplement en résumer en un chiffre et une anecdote. Alors vous savez qu'on a beaucoup parlé du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis après la mort de George Floyd, qui a eu des manifestations dans beaucoup d'endroits du monde, en France notamment. On a vu Jean-Luc Mélenchon se mettre à genoux, etc., etc. J'ai regardé la liste des manifestations organisées dans le monde, j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu de manifestations organisées en Afrique.
Globalement, les Africains se moquaient complètement du Black Lives Matter. Et j'ai remarqué que le Black Lives Matter était paradoxalement plutôt un truc de pays blancs. Et j'ai surtout voulu souligner qu'aux États-Unis, 93% des Noirs qui étaient victimes d'homicides étaient tués par d'autres Noirs, notamment dans le cadre de violences intrafamiliales ou de règlements de compte liés au trafic de drogue. Et que sur les 7% qui restent, vous avez une bonne partie des 7% qui sont tués par des Latinos ou des Asiatiques, pareil dans le cadre du trafic de drogue. Donc la part de Noirs victimes d'homicides tués par des Blancs aux États-Unis est extrêmement faible, puisque 93% des Noirs sont tués par d'autres Noirs. Donc concrètement, si on est intéressé par la vie concrète, réelle des Noirs, et que si on pense, comme je le pense, que la vie des Noirs compte, parce que c'est ce que je pense en effet que Black Lives Matter, on devrait s'intéresser prioritairement aux vraies causes de la mortalité des Noirs aux États-Unis, à savoir, entre autres, les homicides intra-ethniques, notamment liés à la délinquance. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Curieusement, le sujet est médiatiquement éclipsé. Et c'est voilà. Ou autre exemple, vous avez vu que Madame Assa Traoré, sœur du jeune Adama Traoré qui était mort au cours d'une interpellation par les forces de gendarmerie dans le 95, elle est devenue l'égérie de la marque Louboutin. Preuve que le capitalisme est totalement soluble dans la repentance soi-disant décoloniale. Très bien, je n'y vois pas d'objection, mais je constate que cet été, l'été 2023, quand vous avez eu un jeune garçon noir, d'origine comorienne, musulman, qui a été tué à Nîmes par des balles perdues dans un règlement de compte entre dealers, on en a infiniment moins parlé que de la mort d'Adama Traoré, parce qu'il n'a pas été tué dans le bon contexte ni par les bonnes personnes. Donc là, ça n'intéressait plus personne. Là, curieusement, pas de Christian Louboutin pour proposer à sa mère ou à sa grande sœur, je ne sais pas s'il y en avait une, de faire un partenariat. Là, ça n'intéresse pas. Chez moi, à Besançon, vous avez il y a quelques années un videur de boîte de nuit noire, Mamadou, qui a été tué, poignardé par surprise par un jeune délinquant à qui il avait refusé l'entrée. Curieusement, invisibilisation totale. Voilà, des exemples comme ça, j'en ai recensé énormément dans le livre. Également, en septembre, une jeune fille, Soukaina, étudiante, je crois d'origine maghrébine, travaillait sur son ordinateur dans sa chambre à Marseille, et elle a été tuée d'une balle dans la tête, balle perdue dans le cadre d'un règlement de compte entre dealers. Ça n'intéresse pas M. Louboutin. Ça intéresse beaucoup moins les médias que l'affaire Traoré. Moi, je ne sais pas, j'avais retenu la leçon des décoloniaux et de l'antiracisme, donc je pense que la vie des racisés, comme on dit, compte, mais dans ce cas-là, elle devrait compter dans tous les cas, y compris, et c'est pourtant ça le plus important statistiquement, quand ils sont des victimes innocentes de la délinquance. Voilà. C'est ce qui m'a intéressé, plutôt que de faire une énième recension, pourtant très importante et très intéressante, de tous les blancs, entre guillemets, qui sont victimes de la délinquance, ce que fait un site comme F de Souche, par exemple, dont on a pu voir des exemples assez spectaculaires, comme par exemple la mort du jeune Thomas à Crépol, ou la mort de ce jeune homme tué à Châteauroux par un jeune Afghan il y a quelques semaines. Tout ce travail-là a déjà été parfaitement fait et parfaitement documenté. Pas voulu en rajouter une couche. Je suis plutôt intéressé dans le livre à la liste ces dernières années de tous les Noirs ou Maghrébins ou Turcs qui avaient été d'innocentes victimes de la délinquance en France. Je peux vous dire que la liste, qui n'est pas exhaustive, est déjà assez longue. Mon éditeur a dit vous êtes sûr que vous ne voulez pas un peu couper, parce que là, quand même, c'est long déjà. Je fais, oui, mais elle est très loin d'être complète. Donc, voilà, j'ai fait la liste. Et voilà. Et donc, ce qui m'a permis de développer à la fois le point sur la repentance et l'esclavage et le point sur la question du racisme, des morts du racisme policier, ou prétendu tel. Ce qui m'intéresse, c'est de dire en fait que les décoloniaux ont une vision totalement coloniale des choses. C'est-à-dire qu'avant,
Dans la vision coloniale au XIXe siècle, à l'époque de Jules Ferry, on considérait que l'homme blanc était au centre de l'histoire pour le meilleur. C'était, je cite la phrase de Jules Ferry, la mission civilisatrice de la colonisation, à laquelle je n'adhère pas du tout, mais voilà. Et donc que l'homme blanc était au centre de l'histoire pour le meilleur. Aujourd'hui, le schéma de la repentance, le schéma décolonial, partage exactement la même vision, sauf que les choses sont présentées de manière négative. C'est aujourd'hui, l'homme blanc est au centre, pour le pire cette fois, il est le grand méchant absolu, le grand bourreau universel, les autres n'ont pas d'histoire autonome. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir une forme d'écologie des civilisations, où on distingue chaque civilisation, où on considère qu'aucune n'est ni supérieure, ni meilleure, ni pire que les autres. Nous, les Blancs, nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Pourquoi on serait supérieur aux Chinois Ming, ou même à telle tribu africaine, avec ses traditions, ses rituels. Mais nous ne sommes pas plus mauvais non plus. Et comme je l'ai dit, tout le monde a été conquérant, tout le monde a été conquis. Le crime est la chose la mieux partagée au monde. Et donc que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, n'en déplaise à Jules Ferry et au Thierry Ferrer de la colonisation. Mais nous ne sommes pas pires non plus. Et voilà, nous ne sommes pas meilleurs parce qu'à ma connaissance, ce n'est pas les Africains qui ont fait Auschwitz et le Goulag. Mais, et je crois que nous avons... voilà, l'esclavage transatlantique n'est pas très reluisant. Mais nous ne sommes pas non plus, à la lumière, je crois, des faits que j'ai exposés, pires que les autres. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Et que si finalement, vous êtes dans la vision décoloniale du « les Blancs sont responsables de tout », vous privez les autres acteurs historiques non blancs de leur propre autonomie historique et de leur propre action historique. Ben non, voilà, c'est... on n'est pas responsable de tous les bienfaits de l'humanité ni de tous ses crimes. Et chaque peuple, dans chaque peuple, il y a une histoire autonome avec du positif et du négatif. Et le nier, c'est vouloir absolument maintenir de manière néocoloniale le monde occidental au centre du jeu. Je vais m'arrêter là. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.